Alors, tout d'abord, bonjour et merci de nous accorder votre temps pour cette interview pour Stuttering Society. J'en suis sûr que les membres de la communauté seront très ravis à explorer, à mieux comprendre votre point de vue sur le bégaiement. Mais tout d'abord, pourrais-je vous demander de vous introduire, de qui vous êtes, ce que vous faites? Certainement. Je suis donc Henny Bijleveld. Je suis neurologue linguiste. Je suis née aux Pays-Bas, où j'ai commencé mes études de linguistique romane. Puis j'ai commencé mes études en Belgique, aussi en linguistique. Et quand je suis devenue assistante à l'université, je voulais d'abord étudier les différentes structures du français et du néerlandais. Et là, mon professeur de neurolinguistique m'a dit, si tu veux comprendre le fonctionnement des langues, il faut mieux savoir ce qui se passe au cerveau. Donc, je me suis spécialisée en neurolinguistique et pendant 2 ans. Et lors d'une des sessions, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai ici une patiente, une fille de 15 ans qui bégaye, et je pense que tu serais la personne pour s'occuper d'elle. J'ai été très étonnée. J'ai dit, mais je ne connais rien en bégaiement. Il dit, je vais te donner un conseil que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit, tu écoutes attentivement, tu observes, tu analyses, tu essayes de comprendre, tu lis et tu essayes d'aider. Si dans 3 mois, tu penses que ce n'est pas pour toi, je cherche quelqu'un d'autre. Ça a été pour moi l'ouverture sur un monde nouveau, passionnant. J'ai commencé à lire, et depuis lors, ça fait 40 ans que je continue à lire et à essayer de comprendre. Et du coup, j'ai voulu faire un doctorat dans ce domaine du bégaiement. Là, c'était une véritable découverte d'une passion, une compréhension du langage qui fait partie de l'être humain, donc aussi des dérapements ou des dysfonctionnements dans le langage. Passionnant. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, mais peut-être il y a encore quelque chose d'autre à côté de cela, est-ce que c'était la raison pourquoi vous aviez décidé de consacrer votre vie au bégaiement? C'était à cause de ce moment? Absolument, absolument. Puis on m'a demandé de faire donc ma thèse de doctorat sur le bégaiement acquis. Et là, j'ai eu l'occasion de comparer le bégaiement de développement avec le bégaiement acquis. Et j'ai pu comprendre quel était le lien entre les deux. Que le cerveau fonctionnait comme une entité terrible qui intervenait dans le langage, donc dans le bégaiement. Et j'ai découvert à travers mes recherches sur le bégaiement acquis le rôle des ganglions de la base, entre autres, dans le bégaiement de développement, mais surtout que le bégaiement de développement était un problème de dysfonctionnement, là où le bégaiement acquis est causé par des dégâts, des lésions qu'on peut observer. Et les deux, finalement, sont passionnants dans leur complémentarité et dans leurs différences. C'est très très intéressant et c'est directement aussi une réponse en fait à la question qu'on se posait. D'un point de vue scientifique, c'est quoi exactement le bégaiement? Vous nous aviez dit maintenant qu'il y a en fait 2 types ou 2 sortes de bégaiement. Acquis ou développé. Non, de développement. De développement. Donc chez les enfants, on parle d'un bégaiement de développement, puisque le bégaiement apparaît lorsque l'enfant est en train de développer son langage, tandis que le bégaiement acquis est utilisé quand le langage a été acquis. D'accord. Donc en quelque sorte, le bégaiement, quand on est encore jeune, comparé quand on est déjà adulte. Oui. D'accord. Oui. Et donc vous dites que ce qu'on peut observer comme bégaiement, c'est assez similaire, sauf il y a des différences. Oui. Pourriez nous expliquer exactement quelles sont ces différences? Alors d'abord, ce qui est identique, ce qu'on a observé, aussi bien dans le bégaiement de développement que acquis,
vous avez des répétitions au début d'une phrase, au début d'un mot, au début de syllabes. Vous avez des blocages et vous avez des prolongations. Ça se voit dans les deux cas. Dans les deux cas. La grosse différence, c'est le bégaiement acquis, c'est que ces personnes avec une lésion cérébrale ont d'autres structures, d'autres dysfonctionnements. Ils n'ont plus ce qu'on appelle les séries automatisées. Par exemple, compter de 1 à 10, ce qui pour un enfant est une facilité étonnante, aussi pour les personnes qui bégayent, parce que de 1 à 10, on le dit comme un seul mot. Donc ce sont des séries qu'on a répétées, et qu'on peut dire sans programmation continue. Parce que pour parler, il faut une programmation cérébrale. Donc des séries automatisées sont des séries qu'on dit sans réfléchir. De 1 à 10, les jours de la semaine, les noms de mois, les prières, des chansons, tout ça, les personnes qui ont un bégaiement d'enfance, de développement, ont aucun souci avec ça. Tandis que les personnes qui ont un bégaiement acquis ne savent plus compter de 1 à 10. Ils comptent 1, 2, 5, donc ils n'ont plus cet automatisme de dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, etc. D'accord. Je me pose directement la question, quand il y a donc un bégaiement acquis, il y a donc aussi un lien aux lésions cérébrales. Absolument. Et donc on pourrait dire qu'une personne adulte qui commence à bégayer, c'est à cause d'un trauma, par exemple, ou un accident ou quelque chose comme ça. Quand une personne adulte commence à bégayer, il y a 3 questions à se poser. Est-ce qu'il y a une lésion? Est-ce qu'il y a un changement ou un nouveau médicament qu'on utilise qui peut provoquer un bégaiement? Et les cas existent de bégaiement suite au médicament. Ou bien est-ce qu'on est en face de quelqu'un qui a eu un choc émotionnel tel que le système neurologique est en souffrance? Ça existe aussi. Donc on a eu des cas de personnes adultes qui, après un choc émotionnel, commençaient à bégayer, mais lorsqu'à ce moment-là, on trouve les causes du traumatisme, le bégaiement disparaît. Tandis que dans les cas de bégaiement médicamenteux, il faut arrêter les médicaments. Il y aurait... Je réfléchis 2 secondes, donc effectivement on arrêterait des médicaments et ça pourrait donc par conséquence arrêter le bégaiement. Oui, à moins que... À moins que ce n'est pas trop tard, à moins qu'il n'y a pas déjà... À moins qu'il y ait des dégâts suite aux médicaments. Mais donc prendre des médicaments, ce n'est jamais innocent. Et j'ai eu plusieurs cas de personnes qui ont commencé à bégayer suite à certains médicaments adultes. Je m'imagine, ce sont alors des médicaments neurologiques, des antidépressants ou... Des neuroleptiques et autres. D'accord. C'est assez impactant sur une personne alors. Oui, ce qui est vrai aussi avec les personnes qui ont eu un accident cérébral, ce qu'on constate aussi, c'est qu'ils ne savent plus améliorer leur langage lorsque on a une lecture répétée. Vous savez qu'une personne qui a un bégaiement de développement, il parle de mieux en mieux à force qu'il répète les mêmes choses. Ouais. Quand on demande à un enfant de 8 ans de relire 3 fois le même texte, la 3e fois c'est presque parfait. Parce qu'il ne faut plus programmer trop. Tandis que chez les personnes avec un bégaiement acquis, il n'y a pas d'amélioration. Il n'y a pas. Donc il n'y a pas d'adaptation. Les personnes avec un bégaiement acquis, lorsqu'ils doivent chuchoter, ça ne va pas mieux. Et les enfants qui bégayent, chuchoter, ça va très bien parce que les cordes vocales n'interviennent pas. Donc, il faut voir les différences ailleurs que dans les symptômes du bégaiement.
D'accord. Et on voit en plus que l'émotion, ou les émotions, surtout les émotions négatives, jouent un rôle très important dans le bégaiement acquis. Des émotions négatives comme... La peur, des angoisses, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de certaines situations. De l'anxiété. De l'anxiété, oui. D'accord. Ouais. D'accord. Et là, vous êtes donc tout de suite dans ce qu'on appelle un des centres du bégaiement, c'est le rôle des ganglions de la base, ou des noyaux gris centraux, liés au système limbique qui gère les émotions. Donc, j'explique entre-temps, pour que vous compreniez, les ganglions de la base sont donc différents centres, différents noyaux dans le centre du cerveau, qui ont un lien avec la mémoire et qui ont un lien avec les émotions, et qui travaillent en excitation et en inhibition. Donc, imaginez le centre de l'amygdale envoie beaucoup de cortisol, parce que les émotions sont là, vers l'hypothalamus. L'hippocampe, mémoire. L'hippocampe enregistre ces émotions, mais doit aussi gérer et inhiber un peu ce qui vient en trop. L'hypothalamus et l'hippocampe envoient vers l'hypothalamus, qui voit vers le thalamus, inhiber, activer. Et le thalamus doit inhiber en dernier lieu ce qui arrive chez lui en mémoire, en émotion, en connaissance, pour l'envoyer vers le cortex. Quand le thalamus ne peut pas inhiber tout ce qui vient, tout ce qui est trop fort, il envoie vers le cortex une information trop forte. Et on bégaye. Parce que les ganglions de la base doivent aussi gérer des mouvements involontaires. Et quand il y a trop de mouvements involontaires et que le thalamus ne peut pas gérer ça, il envoie vers le cortex des mouvements involontaires trop importants. Et on a à ce moment-là un bégaiement dynamique temporaire. Si j'oserais paraphraser, en bref, en fait, à cause des émotions qui sont tellement fortes, on surcharge en fait le système. Absolument. Et au lieu de pouvoir faire le processus de tout, on bloque. Exact, on bloque, on répète. On bloque, on répète parce qu'on est tellement surchargé que le système ne sait pas suivre. Donc c'est pour ça que je dis que c'est dans le cerveau, mais il n'y a pas dans le bégaiement de développement des lésions. Donc, parce que c'est dynamique, c'est chaque fois dynamique. Et c'est pour ça que le rôle des émotions est si important pour la gestion des ganglions de la base, qui doivent gérer des mouvements involontaires. Et c'est pour ça qu'il y a souvent qu'une seule solution tout de suite, c'est la respiration. Parce que la respiration régule tout. La vitesse dans laquelle on... Oui, la respiration. Expirer. C'est ce qu'on dit souvent quand quelqu'un a un moment fort émotionnel, c'est... Expire. Expire. Oui, exact. Prends ton temps. Exact. Et je donne souvent un conseil à des personnes qui ont un bégaiement de développement. Quand vous commencez en situation difficile, vous commencez par expirer et vous parlez lentement pour trouver votre rythme. Il faut calmer le rythme qui... C'est tout simple, mais c'est essentiel. Parce que la respiration joue sur les systèmes sympathiques et parasympathiques. C'est extraordinaire, la respiration. Dans la direction dans laquelle on est en train de se guider, puisque on touche justement sur un sujet, certainement d'un point de vue scientifique, qu'on considère en fait surtout le bégaiement comme un phénomène neurologique. Oui, mais qu'est-ce qu'on veut dire par neurologique, c'est ça, Donc je ne veux pas dire qu'il y a une lésion et que le cerveau d'un enfant qui bégaye est mal formé. C'est pas vrai du tout. Il y a juste un dysfonctionnement temporaire, dynamique, lié à
une émotivité, parce que souvent les enfants qui bégayent sont hypersensibles, sont des personnes qui ont beaucoup de sensibilité et qui peuvent donc avoir un impact des émotions plus grand que les autres. Donc c'est plutôt une qualité presque. Je m'imagine que pour certains enfants, justement, ils ne l'aperçoivent pas comme ça. Bien sûr, mais vous comprenez que cette grande sensibilité fait qu'ils sont impactés plus que les autres par le bégaiement. Est-ce que cela pourrait alors dire que justement ces enfants-là auraient, et là je suis en train de spéculer, ils auraient par exemple une intelligence émotionnelle plus élevée que les autres parce qu'ils sont plus susceptibles? Là, c'est une question intéressante. Parler d'intelligence émotionnelle, peut-être. Je ne connais pas d'études à ce sujet-là. Je sais qu'ils sont très souvent artistes, qu'ils ont une grande fantaisie. J'en ai qui écrivent beaucoup. Et ils ont une sensibilité aussi vis-à-vis de l'autre. Ouais. Donc, comme ils sont tellement sensibles, ils sont évidemment vite victimes de leur sensibilité. Mais temporairement, parce qu'ils ont aussi appris à parler normalement. Et c'est pour cela que le cadre dans lequel le bégaiement naît est si important. Si les parents peuvent aider les enfants à trouver leur tranquillité, si les parents parlent calmement, si les parents rassurent l'enfant, en général, ça se met bien en place en gardant sa sensibilité. Mais donc, le niveau, le rythme du langage des parents, le stress des parents est très important. Ils assimilent et ils le copient. Oui, exact. D'accord. Et je pense directement à des enfants qui effectivement sont très sensibles, qui sont très intelligents. On voit bien qu'il y a une lumière, mais en même temps il faut la moindre chose qu'on leur dise ou qu'il y a quelque chose qui se passe et ils se bloquent, ça chute. Oui. Et donc ça, c'est de nouveau l'hippocampe, la mémoire. Ils ont tellement l'habitude de passer outre ou d'avoir des réactions plus fortes, la mémoire l'a enregistré. Donc chaque fois qu'on est dans une situation de stress, la mémoire fait qu'on réactive les mêmes réactions. Donc en quelque sorte, ça se renforce alors. Absolument, c'est ce qu'on appelle le feed forward. En avant. Et c'est pour ça que comprendre ce qui se passe est important. Pour justement déconstruire cela. Est-ce qu'alors aussi dans ce cas-là, des enfants par exemple qui bégayent, est-ce que par exemple s'ils voient que leurs parents, les deux ou l'un ou l'autre, un des deux parents ou les deux, qui aussi bégayent, est-ce qu'il y a alors une possibilité, est-ce qu'il y a une probabilité que l'enfant l'enregistre et va copier ce comportement? C'est évidemment ce qui peut arriver, oui. On répète, on imite le parent, ou bien il y a quelque chose qui s'appelle l'apprentissage. L'enfant peut apprendre à parler comme l'autre. D'accord. Et puis, il y a maintenant des études qui disent qu'il y a peut-être en 1% des cas un impact génétique. Mais ça, il faut voir. D'accord. Il y a toujours possible. Oui, naturellement. Ouais. Naturellement. Mais donc, il y a des études qui ont dit que le bégaiement est quelque chose d'apprentissage, qu'on apprend à bégayer, parce que le cerveau enregistre des structures, des lignes, de façon de parler. Donc on apprend à parler d'une certaine façon. Et c'est pour cela que c'est si difficile à l'âge adulte de désapprendre cela et de réapprendre de nouvelles voix, de nouvelles structures. À partir de quel âge en fait est-ce qu'on peut dire que voilà, la personne, ça devient de plus en plus difficile? Donc on fait constamment jusqu'à présent la différenciation entre enfant et adulte, mais probablement il y a des périodes dans... Oui, pour l'enfance on parle jusqu'à 12 ans
Et puis l'âge de la puberté peut être à la fois très difficile et très prometteur, parce que vers 15 ans, souvent l'impact du milieu de groupe dans lequel on vit devient plus important que l'impact familial. Donc si le groupe dans lequel on est vous supporte, vous pouvez s'en sortir, vous pouvez vous en sortir. Et si le groupe, par contre, vous chasse, vous harcèle, ça peut être un drame absolu. Ouais. Et ça pourrait donc en même temps encore augmenter le... D'accord. D'accord, donc en bref, mais si je récapitule un tout petit peu ce qu'on a discuté jusqu'à présent, c'est que quand on a un enfant, disons à l'âge de 12 ans, l'enfant il pourrait avoir un bégaiement de développement, potentiellement parce que l'enfant parce que l'enfant est émotionnellement très sensible et donc pourrait avoir ces moments que en soi il y a un surcherche et ne parvient pas à faire le processus des émotions. Donc l'environnement des parents et de la famille qui peut leur donner un environnement calme et qui est plutôt safe, qui est plutôt qui donne la possibilité à l'enfant de s'exprimer et de garder sa sensibilité, ça peut aider. Il pourrait bien être que l'enfant apprend en voyant le papa ou la maman de copier et donc de faire des bégaiements. Et pourrait peut-être y avoir des lésions, même aussi quand il y a un enfant, ou est-ce que ce n'est pas possible? S'il y a des lésions, on parle même chez un enfant d'un bégaiement acquis. D'accord. Donc là, le bégaiement suite à des lésions est considéré comme acquis, ou neurologique ou acquis. Oui. D'accord. Alors, ce qu'on voit aussi chez les enfants, à côté de leur sensibilité, certains enfants ont un retard de langage et ont des difficultés à organiser leurs phrases, leurs pensées, ont des difficultés à entrer dans une structure linguistique difficile et qui bégayent toujours au début des subordonnés. Je pense que, par exemple, parce qu'ils ne savent pas programmer plus loin. Chez ces enfants-là, évidemment, la thérapie est différente. Là, la thérapie est basée sur une approche linguistique. Et lorsque ces enfants apprennent plus de mots, plus de grammaire, sont plus à l'aise avec la programmation linguistique, eh bien, le bégaiement diminue aussi. D'accord. Donc, il y a différents types quand même. Tout le monde ne bégaye pas de la même façon, vous savez. Et vous l'aviez dit aussi au début, il y avait 3 différents types, pas types, mais différentes caractéristiques de bégaiement. Il y avait les blocages, les prolongations et là j'oublie, il y avait le 3e, mais qui sont les répétitions. Oui. Alors il faut voir, quand vous avez un enfant ou un adulte, quels sont les différents aspects qui peuvent intervenir dans le bégaiement et quel est l'aspect le plus important en fonction de la personne en face de vous. Et vous travaillez à partir de ces éléments-là. Et avec des enfants plus âgés, à 15 ans, il faut aussi demander ce qui gêne le plus. Parce que parfois, parfois c'est pas le bégaiement à répétition, parfois c'est le blocage, et parfois c'est encore autre chose. Parfois ils savent pas quoi faire avec leur corps, parfois c'est pas l'acceptation de bégaiement. Donc en fonction de la personne en face de vous, vous travaillez autrement. Il y a une approche assez personnalisée. Oui, il faut. Et donc, jusqu'à présent, on avait parlé pour les enfants, vous aviez aussi mentionné que pour les jeunes adultes, les adolescents, les 15-16 ans, moment crucial, ce n'est plus l'enfant, mais ce n'est pas encore l'adulte non plus, c'est en pleine découverte. Justement avoir donc un environnement qui leur soutient bien, c'est-à-dire par exemple à l'école, avoir les bons amis, les bons réseaux et les profs, et tout le monde qui pourrait leur donner un environnement qui nous soutient, ça justement joue un rôle assez crucial
contrer pour justement pouvoir surmonter ce bégaiement. Oui. À ce niveau-là, on travaille d'abord la compréhension de ce qui se passe, et puis aussi relativiser le bégaiement. Parce que si on bégaye parfois, c'est pas la fin du monde. Et si la personne en face de vous peut avoir un peu plus confiance en lui-même, en ses propres capacités, en sa façon de faire des amis, en ses capacités pour apprendre. Quand il apprend qu'il est quelqu'un de bien, le bégaiement peut trouver une place nettement moins importante dans sa vie. Et que si, à ce moment-là, le bégaiement devient moins important, il est plus à l'aise avec son langage, et s'il est plus à l'aise avec son langage, il parle mieux, et vous êtes dans ce qu'on appelle le système déconstructeur du bégaiement et constructeur de langage personnel libre. Même avec de temps en temps un bégaiement. En quelque sorte un peu un self-fulfilling prophecy. Au plus que on s'aperçoit, on se voit comme quelqu'un de bien, qui est capable, etc. Au moins qu'on donne de l'attention à son bégaiement, ou au mieux qu'on puisse donner une place. Et au moins que ça a une place, au moins que ça a une influence, au plus qu'on pense qu'on est une personne bien, et c'est parti. Tous mes patients qui sont maintenant adultes et qui sont bien sortis m'ont dit la confiance en soi est vraiment un élément clé. D'accord. Quand on comprend qu'on peut se faire confiance, parce qu'on réussit ses études, parce qu'on a des amis, parce qu'on est quelqu'un de bien, c'est vraiment un élément où le monde change, où votre vie change. On n'a pas ce sentiment de gêne et de... Exact. Tout en gardant peut-être une sensibilité et une petite faiblesse qui, si jamais vous êtes de nouveau dans une situation de stress imprévu, vous pouvez avoir un moment de bégaiement. Et alors, c'est pas la fin du monde. Exact. Et c'est comme ça qu'ils vivent finalement. Et ça peut peut-être aussi leur donner un soutien aussi de moi-même par exemple. Pendant mes cours, pendant que je donne des conférences ou je fais des présentations, on pourrait dire que je bégaye aussi de temps en temps, puisqu'il y a des moments, certainement, quand on pose une question, il y a tellement d'idées, il y a tellement de choses qui passent à travers le cerveau et qu'on arrive de... En fait, on dit, ok, bon, il faut aussi se calmer. Techniquement, j'ai pas un bégaiement. Mais on peut bégayer. Je connais d'autres professeurs ou d'autres collègues, quand ils donnent des cours, parfois quand je les entends, je me dis, écoute, on donne tout simplement 1 minute, on donne quelques secondes de plus, on ne gagne pas grand chose. Et en fin de compte, ce qui est important, c'est qu'on s'exprime et d'avoir une personne en face qui est attentif et qui entend. Et à mon avis, ça donne effectivement beaucoup quand on donne la possibilité aux gens de savoir la personne en face de vous dans la chambre, ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas la personne qui attend à donner le coup de foudre et de dire c'est quoi, c'est gênant, c'est nul, c'est pas... Non, on est là, on attend, on veut vous entendre, vous bégayez, ok. Soit, en fin de compte, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous devez me dire, ce que vous devez me rapporter, présenter n'importe quoi, bien merci, et c'est tout. Oui, exact. C'est le regard de bienveillance qu'il faut, qui rassure. J'ai eu pas mal d'étudiants dans d'autres cours qui bégayent pas, et qui, au moment de l'examen, se mettaient à bégayer. Le stress est tel que... Alors j'ai dit, vous sortez quelques minutes, vous revenez, et puis c'est bon. Donc, bégayer est vraiment un élément dynamique qui peut intervenir chez tout le monde, et qui est, chez 90% des personnes qui parlent normalement, est un phénomène qui passe et qui ne laisse pas de traces. Chez un enfant qui développe le bégaiement, il commence à y avoir des traces. C'est ça la différence. Et il faut donc travailler la conscience, travailler
la possibilité de comprendre qu'on peut bien parler. N'importe quel enfant parle bien pour 80%. Et le bégaiement arrive à certains moments. Donc il faut mettre l'accent sur tout ce qui est positif. D'accord. C'est les compétences, toujours. Et ce qui est frappant, c'est que des compliments, par exemple, Oui. c'est magique. Quand on apprend aux parents de donner des compliments aux enfants, le monde change. Parce que alors les parents donnent confiance à l'enfant. Il est capable. Et vous savez, dans notre structure ou notre système d'éducation, c'est souvent tu dois faire, tu fais pas bien, tu fais pas ceci. Oui. Au lieu de dire bravo, tu as bien fait, tu fais bien ceci, tu fais bien cela, ça change le monde. Je ne sais plus si, je pense que c'était Jordan Peterson qui avait une fois dit ça, je pense que c'était dans un interview ou un podcast qui avait une fois dit ça, il est rare, non ce n'est pas rare, j'essaie de me souvenir de comment il l'avait exactement formulé, mais il était émotionnel. À ce moment-là, il dit, c'est malheureux de voir dans notre société comment un simple compliment est par nature tellement rare que ça peut avoir un impact tellement positif sur une personne. Oui, exact. Je pense qu'il était dans un moment, c'était sur les hommes, les jeunes hommes qui ont pas mal de problèmes de dépression, etc. Un autre sujet, mais que lui aussi disait un simple compliment, ça fait une telle différence. Et il dit, on est en fait dans une société où que c'est tellement rare que les gens se donnent des compliments que c'est... Exact. Dans ma thérapie, où je travaille aussi avec les parents qui sont toujours présents, je fais des exercices de donner un compliment. D'accord. Et aussi bien, parfois les parents ont des difficultés à faire un compliment à leur enfant et que l'enfant doit faire un compliment aux parents. Et alors vous découvrez ce qui se passe derrière, s'ils ont l'habitude ou pas. Et comment le compliment est reçu. Si l'enfant dit à sa maman, tu as un beau pull maman, et maman dit oui mais c'est un vieux pull. C'est qu'elle rejette le compliment, elle l'accepte pas. Donc qu'est-ce que l'enfant ressent? Donc tout ça, ça se passe pas au niveau du bégaiement, ça se passe au niveau de relations entre parents et enfants, au niveau de la confiance en soi, au niveau du système éducatif. Ça veut dire que dans la thérapie du bégaiement, tout intervient finalement. C'est pas uniquement faire un petit exercice et parle bien, c'est la personne dans le contexte familial ou dans sa vie, c'est tout, c'est un grand tableau. Et c'est pour ça que moi je parle de la fleur du bégaiement, avec le bégaiement au milieu, et il y a une dizaine de paramètres ou d'éléments autour qui influencent ou qui peuvent jouer un rôle pour que le bégaiement apparaisse et qu'on peut travailler. Alors là, je vais directement poser une question d'1 million d'euros, comme on dirait. Mais donc alors, la question d'1 million de dollars, c'est quelle est alors selon vous la meilleure approche pour justement traiter le bégaiement? Pour moi, c'est l'approche totalisante. Donc, vous avez en face de vous un nouveau client, vous allez poser vos questions, la famille, l'enfant, le caractère, comment ça se passe, et puis vous écoutez. Si je reste 100% concentrée sur l'enfant et les parents, brusquement, il y a une question qui sort et qui déclenche tout. C'est une question de concentration absolue sur le nouveau patient et ses parents. Les réactions, aussi bien dans le corps, dans le langage, les regards, qui font que je comprenne. Brusquement, je comprends. Et puis, il y a une question ou une réaction de l'enfant qui déclenche finalement la vraie thérapie.
Mais donc je commence par écouter, poser des questions, j'écoute. Observer, Observer, analyser, et puis c'est un conseil que j'ai jamais oublié. Mais si vous voulez comprendre, il faut jamais vous dire voilà ma thérapie. Vous commencez par écouter et vous adaptez votre thérapie à l'enfant en face de vous. D'accord. Et puis il y a toujours des petites pratiques faciles à mettre en place. Hein. Vous parlez toujours bien quand vous commencez lentement, doucement. Mais ça, c'est vraiment pour moi le côté superficiel. Plutôt, en face, vous avez la personne avec une souffrance. Oui. Et cette souffrance est un nœud qu'il faut défaire pour comprendre. D'accord. Où le langage intervient, où les émotions interviennent, où les caractères interviennent, où le passé intervient, où, voilà. Peut-être alors là-dessus, ou bien à travers vos sessions, en fait, combien de personnes jusqu'à présent vous aviez déjà aidé, juste entre guillemets? En 40 ans, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, à mon avis, oui. Oui, ça, je ne sais pas. Même si je n'ai jamais eu 5 jours par semaine tout le temps, des centaines de personnes, oui. Un impact énorme. Oui, aussi sur moi. Avec mes patients bègues, j'ai appris, par exemple, à mieux enseigner. Parce que j'ai appris à mieux écouter. D'accord. Et enseigner, pour moi, au niveau universitaire, c'est poser une question, laisser les étudiants venir, diriger leurs réponses pour qu'ils trouvent eux-mêmes la bonne réponse. Et alors, ils ne doivent pas étudier puisqu'ils l'ont trouvé eux-mêmes. Je reconnais cette approche-là. Et en fait, directement, ça m'ouvre une possibilité de poser la question, une des dernières questions clés. Après 40 ans, des centaines de personnes, en faisant ce pratique, en ayant vos sessions, en donnant cours à l'université, en ayant fait votre recherche, quelle a été en fait la plus grande découverte que vous aviez? Pour moi, c'était de voir la complémentarité entre bégaiement de développement et bégaiement acquis, et ce qu'on pouvait apprendre à travers le bégaiement acquis pour le bégaiement de développement, et puis se dire, il faut écouter. Donc comprendre à travers le bégaiement acquis, le bégaiement de développement, et écouter, aider l'enfant ou l'adulte à trouver sa solution. Au fond, c'est ça. Il y a pas mal de sagesse dans cette réponse, en fait. Je ne sais pas si c'est la sagesse, mais c'est l'humilité, je dirais. D'accord. Aider quelqu'un à trouver lui-même sa solution. Oui. Faites aussi, la personne qui vient chez vous est un acteur. Ce n'est pas un patient passif. C'est quelqu'un qui est actif. Sinon, ça ne fonctionne pas. D'accord. Il est acteur, il doit être actif. Et c'est ce que je dis, même un petit enfant de 4 ans est actif. Il travaille, lui ou elle-même, pour son langage. Et ça aussi, ça donne confiance. Parce que savoir que soi-même on peut le faire, ça ne dépend pas d'un médicament ou de quelqu'un d'autre, ça dépend de soi. Moi, je suis juste là pour ouvrir la porte. J'ai dit, mais vous devez passer. C'est ça. D'accord. Donc, faire réfléchir, faire comprendre, et puis vous faites. Est-ce que cela serait votre meilleur conseil pour les personnes qui bèguent, ou est-ce que vous aviez un autre conseil ou plusieurs conseils que vous voudriez donner? C'est ma façon de travailler, parce que c'est moi. Je conçois aisément que quelqu'un qui est différent travaille autrement. Mon conseil serait à tous les thérapeutes, il faut faire ce qui est bien, avec quoi vous vous sentez bien.
Donc je conçois que quelqu'un dit je suis bien qu'avec un système où on travaille que les symptômes à l'extérieur. Parce qu'il est comme ça. Et certains patients peuvent certainement apprendre à aller mieux. Donc en fonction de thérapeute, vous travaillez avec vous-même. Et la façon de travailler va vous correspondre, puisque vous travaillez bien que lorsque vous vous sentez bien dans votre travail. D'accord. Et pour les personnes, par exemple, qui font partie maintenant justement de la communauté de Stuttering Society, il y a une très grande partie des gens qui bèguent. Qu'est-ce que vous voudriez dire à eux qui vous écoutent pour l'instant? D'abord, que le bégaiement n'est pas toute la personne. Que vous êtes une personne avec une intelligence, une sensibilité et des capacités, et que le bégaiement est un aspect dans votre vie qu'il faut donc aborder, que ce n'est pas votre ennemi, mais c'est quelque chose, quelqu'un avec qui vous allez travailler pour trouver un accord. Vous pouvez discuter avec votre bégaiement et dire, vous n'allez pas me déterminer ma vie. Vous êtes là, je l'accepte, et puis, puisque je vous accepte, vous êtes moins important. L'acceptation est importante. On accepte, mais on ne se laisse pas dominer. Voilà, exact. On n'est pas déterminé par le bégaiement. On prend en fait maîtrise de sa situation. Et on vit autrement. D'accord. Sur ce bon conseil, ou ces bons conseils, j'oserais dire quand même, je voudrais vous remercier pour votre temps, pour les informations, les conseils, les choses lesquelles on a réfléchi, on a discuté ensemble. Je voudrais vous remercier pour ce temps-là. Avec plaisir, on réfléchit toujours. Absolument, absolument. Et puis je pense que la communauté de Stuttering Society vous sera aussi reconnaissant. Merci, c'était un plaisir.